Bonjour, bienvenue à la valeur de livre. Je commence avec un bouquin qui regorge de sagesse, qui regorge d'informations relatives à la Deuxième Guerre mondiale. L'auteur s'est un peu spécialisé là-dedans, je dis un peu. Il maîtrise son sujet et c'est passionnant. Le titre, c'est Je t'écrirai encore de Nicolas F. Paquin aux éditions Main Libre. Je t'écrirai encore parce que il y a deux frères qui ne sont pas majeurs. Un est parti à la guerre, l'autre est resté ici. Et dans sa tête, il veut devenir c'est un petit criminel, un petit voyou. Et lui, ça lui donne une raison d'être et ça lui donne aussi une personnalité. Son frère est parti se battre et son frère lui envoie des lettres en lui disant: apprends à écrire, retourne-moi la correspondance, pratique ton français, pendant que l'autre vit de la solitude. Et il y a un échange épistolaire qui est beau, c'est tendre et c'est en même temps dramatique. L'autre qui est resté ici au Québec va avoir des relations qui ne sont pas nécessairement positives toujours. Donc l'histoire tourne autour de ça. C'est magnifique. Ça s'appelle Je t'écrirai encore. Bravo Nicolas F. Paquet. Je suis renversé, moi qui n'aime pas beaucoup les livres qui parlent de guerre. Ici, c'est réussi. Maintenant, je vous présente Rien. Rien de Laurie Blanchette aux éditions Québec-Amérique. À cause de mon écran vert, vous ne le voyez peut-être pas très bien. Et oui, le titre m'a accroché. Le format, la jaquette, c'est minimal, c'est du rien. Ce livre-là est instructif, accessible. Il y a un côté introspectif, un peu comme dans d'autres livres de croissance personnelle. Mais ici, c'est vraiment pour se brancher, pour déconnecter le cerveau, arrêter le hamster de tourner dans sa roue. Ce n'est pas la première à parler du ici, du maintenant, mais c'est une lecture que j'ai trouvée originale parce que l'autrice, elle s'adresse directement au lecteur. Et pendant que je le lisais, on me disait, OK, ferme ton livre, ferme les yeux et ne fais rien. Donc, il nous apprend à ne rien faire pour calmer l'esprit. C'est fait avec beaucoup d'imagination, il y a des illustrations, elle joue avec le graphisme. C'est vraiment un très, très beau livre. Il est accompagné d'exercices, d'instructions. C'est accessible. C'est un livre qui peut faire office de livre table de chevet qui fait du bien. J'ai aimé ce livre-là. Voici le premier livre d'une trilogie d'Éric Plamondon. Le premier, c'est Hongrie Hollywood Express aux éditions Le Cartanier. Il n'est pas très récent, c'est 2011. J'avais lu les autres livres, mais sans me douter que cette trilogie-là avait tout un impact, toute une architecture importante autour d'un personnage qui naît ici et qui s'appelle Gabriel Rivage. C'est de la fiction, mais ce personnage-là serait l'alter ego de Éric Plamondon. C'est ce que j'en ai conclu en écoutant une conférence sur cette trilogie-là. En passant, c'est passionnant. Euh, Ce personnage-là va raconter sa vie où il a eu plusieurs femmes, où il a eu plusieurs métiers. Il a été pompiste, mannequin, professeur de français, il en a fait des dizaines. Il a lu Kerouac, il a lu Voltaire, et maintenant, qu'est-ce qui lui reste? Donc, on assiste à cette, j'allais dire déchéance. Pas nécessairement, c'est une personne qui se pose des questions sur sa vie après avoir fait tout ça. En même temps, c'est l'histoire de Wes Muller, le premier Tarzan, un des premiers Tarzans, les films de 1930, celui qui a inventé son fameux cri. On va voir la déchéance, lui, de cet acteur-là il va se marier, je pense, c'est 3 fois, il va perdre son argent, va se faire avoir. C'est passionnant, là. On se promène, c'est presque de l'anti-roman. On fait des bonds entre le personnage qui a été inventé et la biographie. Je trouve que chez Éric Plamondon, il y a ce côté-là biographique important. Il va chercher des faits et il les transpose en roman. Je trouve que c'est un livre qui est fort, c'est un véritable buffet littéraire si on prend le temps de le lire au second degré, même encore plus loin. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Et bref, c'est pour moi, c'est un bijou de roman de littérature québécoise et je voulais vous le présenter.
Soigner, écrire de Vanessa Yunsi aux éditions Les Presses de l'Université de Montréal. C'est un très, très bon essai écrit par une autrice qui est également une psychiatre. Ceux qui me suivent, vous allez finir par comprendre que j'adore mélanger psychologie et littérature. Elle aussi, elle le fait d'ailleurs d'une manière habile et parfaite. Lorsqu'elle était jeune, elle était très intelligente. Elle voulait choisir les lettres, mais il y avait aussi les sciences. Elle a choisi les deux. Elle s'est spécialisée, devenue une psychiatre, mais lorsqu'elle écoute les gens, dans son livre, c'est ce qu'elle nous explique. Les paroles deviennent des mots et ces mots-là, elle les transforme, elle les écrit et ça devient presque de la sculpture. Elle explique que son métier de psychiatre, c'est un métier de langage. Elle donne des exemples et on s'en va sur différentes thématiques, comme par exemple le suicide, où elle accorde une importance. C'est pas qu'elle traduit ce que ses patients vivent, elle s'en inspire. Tout ça devient du matériel pour écrire de la poésie. C'est un livre qui est pour moi accompli et maîtrise son sujet, la manière qu'elle a d'expérimenter la littérature avec la psychiatrie, c'est génial. Ça s'appelle Soigner et écrire, Vanessa Yunsi, aux éditions Les Presses de l'Université de Montréal. En 1887, il y a un grand journal à New York qui demande à une femme de s'infiltrer dans un asile d'aliénés mentaux, c'est le terme qui est écrit dans le livre. Elle se fait passer pour folle, c'est encore un autre terme qui vient du livre. Et imaginez, on est en 1887, on demande à une femme de faire du journalisme d'investigation. Et ça produit ce livre-là qui s'appelle 10 jours dans un asile, un reportage de Nellie Bly aux éditions du Sous-sol. Premièrement, cette fameuse enquête-là a été présentée sous la forme de feuilleton dans un journal new-yorkais. Son expérience a porté fruit. La ville de New York a investi 1 million de dollars dans le monde de la santé pour s'occuper, entre autres, des asiles. Elle a dénoncé les conditions d'internement. Elle parle de cruauté, de criminalité. En sortant de cet asile-là, au bout de 10 jours, elle devient une vedette. Ensuite, elle va s'infiltrer comme femme de ménage et elle va faire des livres. J'ai été sonné par certains passages et oui, on s'en doute un peu que la santé mentale n'était pas traitée comme aujourd'hui, mais elle le fait en racontant des faits vécus. Tout ça pour vous conduire vers un roman graphique tout à fait formidable. C'est de Juliane Vologe et de Julie Rochelot. Le titre, c'est Les Globetrotteuses, le tour du monde de Nellie Bly et Elisabeth Bisland aux éditions d'Argo. Elisabeth Bisland, qui s'était faite interner pendant 10 jours, elle devient une vedette. On en fait un feuilleton. Elle demande à son directeur de faire le tour du monde, non pas en 80 jours comme dans le livre de Jules Verne, mais de le faire en 72 jours, je crois. Elle part, on la voit, se promène, elle arrive à New York, elle s'en va en Afrique, on s'en va jusqu'au Japon. Moi, ce qui me saisit, je me demandais pourquoi j'étais autant attiré à quelque chose qui se passait. Regardez les contrastes. Ce sont des contrastes de couleurs chaudes, froides, du vif, du terne. Ce sont des couleurs qui sont désaturées parce qu'elles sont toutes un petit peu remplies de noir, de gris. Bref, c'est un travail au niveau chromatique très fort. Donc, on la voit ici faire son tour du monde, puis ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'on avait engagé une autre personne, Elisabeth Bisland, pour faire la même conquête qu'elle, le tour du monde en 70 jours à peu près et plus. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Tout ce que je peux vous dire, c'est que un livre va suivre, elle va se mettre à écrire des livres. Cette fameuse Nellie Bly là va s'infiltrer comme femme de chambre, va faire un travail au Mexique, va vivre dans d'autres conditions. Bref, c'est le début des influenceuses, un peu comme on pourrait le voir aujourd'hui. Fascinant cette BD-là. C'est un roman graphique que je vous conseille. Je termine avec de la poésie. Voici En terrain miné de Véronique Sylvain aux éditions Prise de parole. Observez bien la jaquette, elle est absolument spectaculaire. C'est Isabelle Gagné, une artiste qui l'a fait, elle mélange des techniques différentes. Ici, j'avais
l'impression qu'on me racontait l'histoire d'une personne, d'une femme. L'autrice parle à la troisième personne. Elle va nous dire, elle, elle rêve, elle lui dit son monde, elle aurait voulu. Et pendant que je faisais la lecture de ces poèmes-là, le personnage se construisait tranquillement. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui avait un problème, qui était malade. Il y avait un côté explosif à l'intérieur d'elle, très, très fort. D'ailleurs, en entrevue, elle le dit, l'explosion est importante, même la jaquette est explosive. L'explosion, ça peut être de peur, de problème, mais ça peut être aussi d'idées, d'imagination. C'est c'est tendre, c'est beau, c'est épuré en même temps. Puis je trouvais que c'était une poésie qui était très, très scindée. Elle s'étend pas avec des longues phrases. Ce sont de courtes phrases, de petits vers tout petits qui parlent d'une personne qui a un problème particulier. Donc, courageusement, elle dévoile une partie explosive d'elle-même. En approfondissant ma lecture, je me suis aperçu que l'autrice était épileptique, problème de mémoire, problème neuro, et ça paraît dans le livre. Elle essaie d'en parler, mais avec une certaine pudeur. C'est très, très beau. Je vous en lis juste une toute petite partie. Sa mémoire, par défaut, lui joue des tours. La bande passante traverse son cerveau, mais elle est gênée par la nervosité de ses neurones. La nervosité de ses neurones. Ça traduit bien l'ensemble de ce que c'est. En terre et minier, Véronique Sylvain, prise de parole. Je vous souhaite de bonnes lectures, tout le monde.